Vous savez ce qu'on dit sur le fait que les meilleurs amis volent votre homme? C'est censé être impossible, pas vrai? Eh bien, laissez-moi vous dire comment je suis devenue la preuve vivante que épouser son père et devenir sa belle-mère était la solution parfaite. Mais je m'emballe. Laissez-moi revenir au moment où mon monde entier s'est effondré comme une maison de cartes mal construite. Ma tasse de café a glissé de mes doigts et j'ai regardé tomber en slow motion cette stupide pièce en céramique avec meilleur ami du monde, imprimée sur le côté que Jenna m'avait offerte Noël dernier. L'ironie ne m'a pas échappé alors qu'elle se brisait contre le sol de ma cuisine, le liquide brun se répandant comme une tache sur les carreaux blancs, tout comme ma confiance se répandait sur le sol métaphorique de ma vie. Je suis restée là, le téléphone toujours collé à mon oreille, écoutant la voix de ma voisine, Madame Patterson, raconter ce qu'elle avait vu par la fenêtre de sa chambre. Les mots résonnaient dans mon crâne comme un disque rayé. Ton petit ami et ta meilleure amie est dans sa voiture et définitivement pas juste en train de parler. Mon cœur faisait ce drôle de raté, comme s'il ne savait pas s'il devait s'emballer ou s'arrêter complètement. Vous savez ce que l'on ressent sur une montagne russe juste avant la grande chute? Ce moment qui vous noue l'estomac quand la gravité ne s'est pas encore manifestée mais que vous savez que vous allez plonger. C'était tout mon système nerveux à cet instant précis. J'ai remercié Madame Patterson, Dieu bénisse les voisines curieuses, et j'ai raccroché, fixant mon reflet sur l'écran noir de mon téléphone. Mon visage avait l'air pâle, presque fantomatique, et mes yeux marrons semblaient trop grands pour ma tête. Comme si je me voyais pour la première fois et réalisais que j'étais une fichue idiote. 3 ans. 3 putains d'années que j'étais avec Marcus. 3 ans à croire que ces soirées tardives étaient dues à son travail exigeant dans l'agence de marketing. 3 ans à faire confiance à Jenna quand elle disait qu'elle était totalement supportive de notre relation et que Marcus était parfait pour moi. 3 ans à planifier un avenir avec quelqu'un qui, apparemment, se familiarisait très bien avec les amygdales de ma meilleure amie à l'arrière de sa Honda Civic. La rage a commencé comme une petite étincelle quelque part derrière ma cage thoracique, comme une veilleuse qui venait d'être allumée. Je pouvais la sentir grandir, se nourrissant de chaque souvenir qui prenait maintenant un sens complètement différent. Tous ces moments où Jenna posait des questions détaillées sur Marcus, où nous allions, ce que nous faisions, quand je serais de retour. Tous ces moments où elle s'était proposée de me tenir compagnie quand Marcus travaillait tard, apparaissant avec du vin et des questions concernées sur notre relation. Jésus-Christ, j'étais une petite brebis naïve. Mes mains tremblaient en faisant défiler mon téléphone, cherchant des preuves que j'avais été trop confiante pour remarquer auparavant. Et là, c'était là, caché en pleine vue comme un néon que j'avais en quelque sorte été aveugle à. Des messages entre Marcus et J, que j'avais entrevus par-dessus son épaule et que j'avais supposé être à propos du travail. Des appels nocturnes qu'il avait pris dans l'autre pièce, prétendant que c'était son patron. Ce moment le mois dernier où lui et Jenna avaient eu une intoxication alimentaire le même jour et n'avaient pas pu se rendre à mon dîner d'anniversaire. Intoxication alimentaire, d'accord. Ils étaient probablement trop occupés à empoisonner ma relation pour se montrer. Je me suis lourdement assise sur mon canapé, le même canapé où nous avions tous les 3 regardé des films ensemble, où Jenna avait pleuré sur mon épaule à propos de sa dernière rupture il y a seulement 2 semaines. Les coussins sentaient encore son parfum à la vanille, et soudain, cette odeur me donnait envie de vomir. Le pire, ce n'était même pas la trahison elle-même, même si cela ressemblait à être éventré avec une cuillère rouillée. Le pire, c'était de réaliser combien de temps j'avais vécu dans ce mensonge soigneusement construit. Combien de fois avait-il ri de moi dans mon dos? Combien de fois avait-il échangé des regards complices pendant que je parlais de mes projets de mariage ou du truc mignon que Marcus avait fait ce matin-là? Je me suis sentie tellement idiote, tellement pathétique, confiante, idiote aveugle. Mon téléphone a vibré avec un message de Marcus. « Je travaille encore tard ce soir, ma chérie. Ne m'attends pas. » Quelle audace! J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, ma vision devenant floue avec une combinaison de fureur et d'humiliation. Un autre vibrement, cette fois de Jenna. « Soirée film demain? J'ai besoin de te parler de ce mec que je vois. C'est compliqué. » Compliqué? Ouais, je parie que c'était sacrément compliqué, étant donné que le mec qu'elle voyait était mon petit ami. La veilleuse dans ma poitrine s'est enflammée, devenant un véritable brasier. Ma peau semblait chaude et tendue, comme si j'avais de la fièvre, et j'avais ce goût métallique dans la bouche que je reconnaissais d'une fois où j'avais eu un accident de voiture, pure adrénaline mélangée à du choc. Je me suis levée brusquement, arpentant mon salon comme un animal en cage. Chaque pas était délibéré, intentionnel, même si je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire.
La partie rationnelle de mon cerveau, celle qui planifiait gaiement mon avenir avec Marcus il y a à peine 1 heure, criait pour que je me calme, pour réfléchir à tout ça, pour avoir une conversation mature comme une adulte. Mais l'autre partie de mon cerveau, celle qui dirigeait actuellement le spectacle, avait d'autres idées. Cette partie cataloguait chaque humiliation, chaque mensonge, chaque moment où j'avais senti que quelque chose n'allait pas mais où je m'étais convaincue d'être paranoïaque. Cette partie voulait du sang. Je me suis retrouvée devant le miroir de ma salle de bain, étudiant mon reflet comme si je me voyais pour la première fois. Cheveux bruns que Marcus disait aimer, yeux marrons que Jenna complimentait toujours, le visage de quelqu'un qui avait apparemment été la blague d'une vanne à laquelle elle n'avait pas assisté. Mais alors que je stand là, quelque chose a changé. La douleur était encore là, pulsant comme une plaie fraîche, mais en dessous se cachait autre chose. Quelque chose de plus froid et de plus calculé. Si elle voulait jouer, je pouvais jouer. Si elle voulait me faire passer pour une idiote, eh bien, 2 pouvaient jouer à ce sport particulier. J'ai pensé au père de Jenna, Richard. 52 ans, récemment divorcé, incroyablement réussi, et, si je dois être honnête, toujours plutôt attirant pour un homme de son âge. Je l'avais rencontré une 12aine de fois au fil des ans lors de repas de famille et de fêtes de remise de diplôme. Il était toujours poli, toujours s'intéressait à mon travail, semblait toujours sincèrement intéressé à ce que j'avais à dire. Contrairement à sa fille, apparemment, qui était plus intéressée par ce que mon petit ami avait à dire. Richard avait mentionné lors de la fête d'anniversaire de Jenna le mois dernier qu'il pensait à reprendre rendez-vous. Il avait dit qu'il se sentait seul dans cette grande maison, maintenant que le divorce était final et que Jenna vivait dans son propre appartement. Seul, réussi, disponible. Et il serait l'arme parfaite pour la revanche la plus élégamment tordue que je puisse imaginer. La pensée m'a frappé comme un éclair, et j'ai réellement ri à voix haute, un son aigu et sans humour qui résonnait sur les carreaux de ma salle de bain. C'était si parfait, si délicieusement approprié, que ça ressemblait presque à un coup du destin qui me tendait les outils pour ma propre justice. Marcus et Jenna pensaient être si malins, s'infiltrant derrière mon dos comme des adolescents. Ils pensaient probablement que je ne découvrirais jamais rien, ou que si je le faisais, je pleurerais et disparaîtrais tout doucement. Ils m'avaient complètement sous-estimé, mais ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable lorsque je suis correctement motivée. Je suis retournée dans mon salon, mes pas étant maintenant plus assurés, mes mains ne tremblant plus. La tasse de café brisée était toujours éparpillée sur le sol de ma cuisine, mais je ne l'ai pas nettoyée. Laissez-la là en souvenir du moment où tout a changé. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et cherché dans mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro de Richard. Il me l'avait donné l'année dernière quand j'avais mentionné avoir besoin d'une recommandation pour un entrepreneur, avait dit de l'appeler à tout moment si j'avais besoin d'aide. Eh bien, j'avais définitivement besoin d'aide avec quelque chose maintenant. Mon doigt était suspendu au-dessus de son nom, mon cœur battant encore mais pour des raisons entièrement différentes maintenant. Ce n'était plus de la panique, c'était de l'anticipation. La veilleuse était devenue un véritable enfer et j'étais prête à voir le monde entier brûler. Je n'ai pas appelé Richard cette nuit-là. Non pas parce que j'avais des doutes, certainement pas, mais parce que la revanche est comme un bon vin. Elle a besoin de temps pour respirer, pour développer sa complexité, pour atteindre son plein potentiel. Et je voulais que ce soit impeccable. Au lieu de cela, j'ai passé la soirée à faire ce que n'importe quelle personne rationnelle ferait après avoir découvert que son petit ami la trompait avec sa meilleure amie. Je les ai traqués tous les deux sur les réseaux sociaux, tout en mangeant de la glace directement du contenant et en planifiant mentalement le schéma le plus élaboré de revanche de ma vie d'adulte. L'Instagram de Marcus était un véritable trésor de preuves que j'avais été trop confiante pour remarquer. Tous ces dîners de travail et réunions avec des clients prenait soudain sens lorsque je croisais les dates et horaires avec les publications de Jenna. Il y avait une photo d'elle dans un restaurant chic du centre-ville il y a 3 semaines, et Marcus avait posté une photo floue de son dîner d'affaires, la même nuit. Même restaurant, même heure. La colère semblait différente maintenant, moins brute, plus raffinée. Comme si elle s'était installée dans mes os et était devenue partie de mon ADN. Je pouvais la sentir vibrer sous ma peau, une vibration à basse fréquence constante qui me rappelait pourquoi je faisais tout cela. Au matin, j'avais un plan. Pas n'importe quel plan, une œuvre maîtresse de guerre psychologique qui ferait pleurer Sun Tzu de fierté. La beauté de cibler Richard n'était pas seulement l'ironie évidente de devenir la belle-mère de Jenna, c'était les couches de revanche parfaites intégrées dans chaque aspect de ce schéma. Richard était réussi, séduisant et, selon les éternelles plaintes de Jenna au fil des ans, désespérément à la recherche de son approbation et de son amour.
Elle avait passé toute notre amitié à se plaindre du fait que son père travaillait trop, qu'il ne la comprenait jamais, qu'il fréquentait toujours des femmes qui étaient trop jeunes ou complètement inadaptées pour lui. Eh bien, j'allais devenir la femme la plus inadaptée possible. J'ai passé 3 jours à rechercher Richard comme si j'écrivais une thèse doctorale sur sa vie. LinkedIn m'a parlé de son cabinet d'architecture, de ses projets récents, de ses réalisations professionnelles. Facebook m'a montré ses passe-temps, la randonnée, la dégustation de vin, les voitures classiques. Instagram a révélé ses préférences esthétiques, lignes épurées, design moderne, tout artisanal. Plus important encore, je me suis plongée dans ce que Jenna m'avait dit de lui au fil des ans. Cet homme était un père dévoué qui avait pratiquement élevé Jenna seule après que sa mère soit morte quand elle avait 12 ans. Il avait sacrifié sa vie sociale pour s'assurer qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Il avait payé pour son université, son premier appartement, sa voiture. Et comment lui avait-elle rendu cela? En critiquant constamment ses choix de vie et en le traitant comme un distributeur automatique avec des problèmes de père. Parfait. Un homme qui valorisait la loyauté et la famille avant tout. Cela allait être plus facile que je ne le pensais. Le profil psychologique que je construisais dressait le portrait de quelqu'un qui était probablement seul à mourir et assoiffé d'appréciation véritable. Quelqu'un qui avait passé des décennies à mettre sa fille en premier, seulement pour la voir le traiter comme une honte. Quelqu'un qui aimerait probablement rencontrer une femme qui verrait réellement sa valeur. Quelqu'un exactement comme moi, ou du moins, exactement comme la version de moi que j'étais sur le point de devenir. J'ai commencé à poser les bases un jeudi matin. Rien de dramatique, juste un message décontracté mentionnant que j'avais entendu parler d'un nouveau café en centre-ville qui se spécialisait dans les grains d'Éthiopie d'origine unique qu'il avait mentionné lors de l'anniversaire de Jenna. Avait-il des recommandations pour quelqu'un cherchant à élargir ses horizons caféinés? Sa réponse est revenue dans l'heure, détaillée, enthousiaste et clairement écrite par quelqu'un qui était ravi qu'un autre être humain s'intéresse à son opinion. Il a proposé de se rencontrer pour un café ce week-end afin de faire une véritable dégustation. Accroché, ferré. Mais alors que je restais là à fixer son message, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une petite voix au fond de ma tête, la même voix qui m'avait dit de être raisonnable, et prendre la voix haute, pendant la semaine passée, a commencé à murmurer des doutes. Allais-je vraiment faire ça? Allais-je vraiment manipuler un homme parfaitement gentil juste pour me venger de sa fille? La réponse m'est venue alors qu'un autre message de Marcus s'affichait « Encore une nuit tardive ». Ce projet est épuisant. Oui, j'allais absolument le faire. Parce que voici la chose à propos de la trahison. Elle ne fait pas seulement mal sur le moment. Elle réécrit toute votre histoire. Chaque souvenir heureux devient suspect. Chaque moment de confiance devient une preuve de votre propre stupidité. Chaque plan que vous avez fait pour l'avenir devient une blague sur laquelle vous n'étiez pas dans le coup. Marcus et Jenna avaient volé bien plus que 3 années de ma vie. Ils avaient volé ma capacité à faire confiance à mon propre jugement. Ils m'avaient fait remettre en question chaque instinct, chaque sentiment, chaque moment où j'avais pensé que quelque chose ne tournait pas rond, mais m'étais convaincue d'être paranoïaque. Ils m'avaient fait sentir comme une idiote et c'était impardonnable. Donc non, je n'allais pas prendre la voix haute. La voix haute était pour les gens qui n'avaient pas été humiliés par les 2 personnes en qui ils avaient le plus confiance au monde. La voix haute était pour ceux qui pouvaient partir et recommencer sans avoir l'impression d'avoir été dupés. J'allais emprunter le chemin pittoresque à travers l'enfer et j'allais profiter de chaque putain de mile. Le rendez-vous café était fixé pour samedi après-midi à Grind Coffee, un endroit en ville que Richard décrivait comme ayant le meilleur irga-chef éthiopien de ce côté d'Addis Abeba. J'ai passé la soirée de vendredi à me préparer comme si j'allais en bataille, parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai fait des recherches sur le café éthiopien jusqu'à pouvoir parler intelligemment des profils de saveurs et des techniques de torréfaction. J'ai pratiqué cet air fasciné par les discussions architecturales. J'ai même regardé des vidéos YouTube sur la restauration de voitures classiques, car l'Instagram de Richard suggérait qu'il restaurait une Mustang de 1967 pendant son temps libre. Mais la partie la plus importante de ma préparation n'était pas intellectuelle, elle était psychologique. Je devais devenir la femme qui ferait craquer Richard, et cela signifiait comprendre exactement ce qui avait pu lui manquer dans sa vie. D'après tout ce que Jenna m'avait dit au fil des ans, Richard avait passé 2 décennies dans un mariage avec une femme qui le tenait pour acquis. Il avait trimé pour bâtir une entreprise prospère pendant qu'elle dépensait son argent et se plaignait de ses longues heures de travail. Après sa mort, il s'était investi dans l'éducation de Jenna pour la voir grandir en quelqu'un qui semblait avoir honte de lui.
C'était un homme qui avait été sous-estimé pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Un homme qui avait probablement soif d'un intérêt véritable pour ses passions, de vraies conversations sur son travail, d'un enthousiasme authentique pour les choses qui lui importaient. Je pouvais être cette femme. En fait, je pouvais être mieux que cette femme, parce que je le ferais avec un objectif et une intention au lieu de traîner dans une relation en espérant le meilleur. Samedi matin, je me tenais devant mon placard comme un général préparant la guerre. Ce n'était pas juste une question d'avoir l'air sexy, bien que je voulais clairement avoir l'air bien. C'était une question d'élaborer une image. Je devais avoir l'air sophistiquée mais pas intimidante, intéressée mais pas désespérée, bien agencée mais pas difficile. J'ai opté pour un jean foncé, un pull couleur crème qui faisait ressortir mes yeux et des bottes qui suggéraient que j'étais pratique sans pour autant négliger le style. Un maquillage minimal, des cheveux en vagues lâches, des bijoux qui avaient l'air chers mais pas tape à l'œil. L'effet global était une femme qui a sa vie en main et n'essaie pas trop de vous impressionner. Parfait. En entrant dans Grind Coffee, je repérai immédiatement Richard. Il était assis à une table dans un coin avec 2 tasses fumantes devant lui, faisant défiler son téléphone avec la posture légèrement maladroite d'un homme qui n'était pas complètement sûr que ce soit une bonne idée. Mon Dieu, il était exactement comme je me rappelais. Des cheveux poivre et sel, manifestement bien entretenus, des rides de sourire autour de ses yeux verts qui devaient être magnifiques quand il souriait, de larges épaules qui laissaient penser qu'il fréquentait encore la salle de gym régulièrement. Il portait une chemise bleue et un pantalon beige, l'uniforme d'un homme qui réussit mais qui ne sait pas vraiment comment s'habiller pour un rendez-vous café décontracté. Il m'a regardé à mon approche, et son visage s'est éclairé d'un sourire authentique qui a fait quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas d'attraction, pas encore en tout cas, mais une reconnaissance. C'était un homme vraiment heureux de me voir. Quand était la dernière fois que Marcus m'avait regardé comme ça? La pensée de Marcus a envoyé une nouvelle vague de détermination dans mon système. Ce n'était pas à propos de Richard, pas vraiment. C'était à propos de la justice. C'était à propos de montrer à Marcus et Jenna qu'ils avaient manifestement joué avec la mauvaise personne. Richard s'est levé en arrivant à la table et j'ai remarqué qu'il était plus grand que je ne me le rappelais, probablement 6 pieds 2 pour mes 5 pieds 6. Il a désigné les tasses avec une fierté évidente. Je pouvais le voir expliquer le café, ses yeux s'illuminant en parlant des saveurs et des méthodes d'infusion. Son enthousiasme était contagieux et je me suis surprise à être vraiment intéressée malgré le fait que j'étais là sous de faux prétextes. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Richard pouvait être plus dangereux pour mon plan que je ne l'avais prévu. Pas parce qu'il était difficile à manipuler, en réalité, c'était le contraire. Il était tellement sincèrement sympathique, tellement authentiquement passionné par les choses qui l'importaient, que je pouvais sentir que je répondais à lui comme à une personne plutôt qu'à une simple arme dans mon plan de vengeance. Mais j'ai mis cette pensée de côté. Richard était des dommages collatéraux, rien de plus. Il apprécierait probablement notre relation tant qu'elle durerait, et quand ce serait terminé, il passerait à autre chose. Pendant ce temps, Jenna resterait avec la connaissance que sa meilleure amie était devenue sa belle-mère, et Marcus se retrouverait avec une petite amie infidèle qui le tromperait probablement aussi. Tout le monde aurait exactement ce qu'il méritait. Alors que Richard continuait à parler de café, je me suis surprise à étudier ses mains. Ce étaient des mains de travailleur, marquées et calleuses par ses années dans la construction avant de fonder son cabinet d'architecture. Ce étaient des mains qui construisaient des choses, créaient des choses, rendaient le monde plus beau. Contrairement à celle de Marcus, qui était douce et lisse, à force de déplacer des papiers dans un bureau toute la journée tout en mentant à sa petite amie. Contrairement à celle de Jenna, dont les mains n'avaient jamais créé quoi que ce soit de plus substantiel que du drame et de la trahison, je me suis rendu compte que Richard avait cessé de parler et me regardait avec inquiétude. J'avais dû me perdre un moment, perdu dans mon analyse comparative des mains et de ce qu'elles révélaient sur le caractère. Je me suis recentrée sur le moment présent, sur l'homme assis en face de moi qui semblait clairement inquiet de m'avoir ennuyé avec des histoires de café. La vulnérabilité sur son visage était presque douloureuse à voir. C'était un homme qui avait été rejeté et sous-estimé si longtemps qu'il supposait automatiquement avoir fait quelque chose de mal. Il était temps de mettre mon plan en action. Je me suis légèrement penchée en avant, mes yeux brillants d'un intérêt sincère, et je lui ai demandé de m'en dire plus sur la différence entre les méthodes de traitement lavé et naturel. Son visage s'est illuminé comme matin de Noël, et j'ai su que je l'avais eu. Le rendez-vous café s'est étendu sur 3 heures. 3 heures de Richard parlant de son travail, de ses loisirs, de ses rêves de retraite. 3 heures de moi posant des questions pertinentes et offrant des réflexions qui le faisaient rire.
3 heures de construction des bases du plan de vengeance le plus élaboré que j'ai jamais conçu. Et si j'oubliais occasionnellement que tout cela n'était qu'un acte, si j'étais par moments vraiment charmée par ces histoires de l'enfance de Jenna ou impressionnée par sa passion pour l'architecture durable, eh bien, cela me rendait juste meilleure dans le rôle que je jouais. Au moment où nous nous sommes séparés, j'avais son numéro, une invitation permanente à voir son projet de restauration de voiture et la certitude absolue que Richard était déjà à moitié amoureux de l'idée que je représentais. Phase 1 complète. Maintenant venait la vraie partie amusante. Les 3 semaines suivantes se sont déroulées comme un cours magistral en manipulation psychologique et j'obtenais des A sans effort. Richard et moi étions tombés dans un rythme qui semblait presque dangereusement naturel. Des rendez-vous autour d'un café qui devenaient des déjeuners, puis des dîners, suivis de longues conversations sur son Porsche pendant qu'il me montrait les progrès de sa Mustang. Cet homme ressemblait à un putain de Golden Retriever. Eager, loyal, reconnaissant pour n'importe quelle attention et complètement inconscient qu'on se jouait de lui. Sauf que plus je passais de temps avec lui, moins cela me semblait être un jeu. C'était la partie de mon plan que je n'avais pas prévue. Richard n'était pas juste un moyen d'atteindre une fin. Il était en fait sympa, vraiment sympa. Le genre de sympa qui vous rappelait pourquoi vous aviez cru un jour aux bonnes personnes avant que le monde ne vous enseigne le contraire. Il m'apportait des fleurs de son jardin, de vraies fleurs qu'il avait cultivées lui-même, pas un vulgaire bouquet du supermarché. Il se souvenait que j'avais mentionné aimer les vieux films et se pointait avec une collection de films d'Hitchcock et du popcorn fait maison. Il écoutait quand je parlais de mon travail à l'agence de marketing, posait des questions de suivi, offrait des conseils qui étaient réellement utiles au lieu d'attendre simplement son tour pour parler. C'était tout ce que Marcus n'avait jamais été. Et cette réalisation me faisait détester encore plus Marcus. Pendant ce temps, Marcus et Jenna semblaient prendre plus de risques avec leur liaison. Les nuits tardives de Marcus devenaient plus fréquentes et ses excuses se faisaient de plus en plus fainéantes. Urgence client, serveur en panne, événement de consolidation d'équipe, l'homme épuisait son vocabulaire d'entreprise pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas se résoudre à rentrer chez sa petite amie depuis 3 ans. Jenna était encore pire. Elle continuait de m'envoyer des textos au sujet de ce mystérieux nouveau gars qu'elle voyait, laissant entendre à quel point c'était compliqué et à quel point elle avait hâte que je le rencontre. L'audace était à couper le souffle. Elle me demandait littéralement d'être enthousiaste à propos du vol de mon petit ami. Mais chaque fois que je sentais ma détermination vaciller, chaque fois que je commençais à penser que peut-être je devrais juste quitter Marcus et passer à autre chose, l'un d'eux faisait quelque chose qui me rappelait exactement pourquoi il méritait ce qui les attendait. Comme la nuit où je rentrais tôt d'un dîner avec Richard pour trouver la voiture de Marcus dans mon allée et les lumières éteintes dans mon appartement. Je restais assise dans ma voiture pendant 20 minutes, observant ma propre fenêtre de chambre, voyant des ombres se mouvoir derrière les rideaux. Il baisait dans mon lit, utilisant mes draps, mes oreillers, mon espace pour poursuivre leur sordide petite liaison. Cette nuit-là, je ne voulais pas juste de la revanche. Je voulais l'anéantissement. J'ai commencé à avancer plus vite avec Richard. Rien de trop évident, je n'allais pas me jeter sur lui comme une fille de fac désespérée. Mais j'ai commencé à partager des histoires plus personnelles, à baisser ma garde de manière soigneusement calculée, créant l'illusion d'intimité qui le ferait se sentir spécial et choisi. Je lui ai parlé de mon enfance, de mes parents qui se disputaient constamment avant de divorcer quand j'avais 16 ans. De la difficulté à faire confiance aux gens après avoir vu ma famille se fissurer. À quel point il était rare de rencontrer quelqu'un qui semblait sûr, stable et réel. Rien de tout cela n'était techniquement un mensonge. J'avais vraiment grandi dans un foyer brisé. J'avais vraiment des problèmes de confiance. Et Richard me semblait réellement sûr et stable, ce qui était probablement la chose la plus dangereuse de toute cette situation. Parce qu'entre les rendez-vous autour du café, les leçons de restauration de voitures classiques et les conversations nocturnes sur tout et rien, j'avais commencé à me soucier de lui. Pas assez pour annuler mon plan de vengeance, hors de question, j'étais trop impliquée pour ça, mais suffisamment pour me sentir réellement coupable de ce que je lui faisais. La culpabilité était gérable, cependant. Chaque fois qu'elle menaçait de faire dérailler mes plans, je recevais un nouveau message de Marcus sur son travail tardif ou un autre message de Jenna sur sa situation compliquée, et la culpabilité se transformait en froide et calculatrice fureur. De plus, je me disais, Richard tirait quelque chose de tout cela aussi. Pour la première fois depuis des années, il avait quelqu'un qui l'appréciait,
quelqu'un qui écoutait ses histoires et riait à ses blagues et le faisait sentir qu'il comptait. Même si c'était basé sur un mensonge, le bonheur était réel. Et le bonheur était réel. Je pouvais le voir dans la façon dont ses épaules se relâchaient quand j'entrais dans une pièce, dans la façon dont ses yeux s'illuminaient quand je demandais des nouvelles de son dernier projet, dans la façon dont il avait commencé à fredonner en travaillant sur sa voiture. Richard tombait amoureux et l'amour lui allait bien. Cela aurait pu être touchant si ce n'était pas une partie de mon plan élaboré pour détruire la vie de sa fille. 3 semaines après, Richard m'a invité à dîner chez lui. Pas de plat à emporter ou d'un repas décontracté, il voulait cuisiner pour moi. Il a passé toute la journée à préparer un plat italien élaboré qu'il avait appris sur YouTube, à dresser la table avec de vraies serviettes en tissu et des bougies, allant même jusqu'à créer une playlist de musique qu'il pensait que j'aimerais. L'effort était déchirant et parfait et exactement ce dont j'avais besoin pour passer à la phase suivante de mon plan. Sa maison était exactement comme je l'avais imaginé. Propre, moderne, cher mais pas ostentatoire. Le genre d'endroit qui chuchotait le succès plutôt que de crier. Chaque meuble semblait avoir été choisi avec soin. Chaque pièce était parfaitement organisée. Chaque surface était exempte de poussière. C'était la maison d'un homme qui avait construit quelque chose de beau et n'avait personne avec qui le partager. Jusqu'à maintenant, le dîner était en fait incroyable. Richard s'était surpassé avec des pâtes faites maison et un vin qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Mais la meilleure partie n'était pas la nourriture, c'était de le regarder me voir le déguster. Il était si nerveux, si désireux de recevoir mon approbation, si désespéré de rendre la soirée parfaite. J'en avais presque pitié pour lui. Presque. Après le dîner, il m'a fait faire le tour complet. Son bureau à domicile avec des dessins architecturaux couvrant chaque surface. La chambre d'amis qu'il avait convertie en atelier pour son hobby de restauration de voitures. La chambre principale avec un lit king size et la vue sur son jardin parfaitement entretenu. Et puis, comme Richard était un gentleman d'une époque révolue, il m'a raccompagné à la porte sans faire un seul geste. Pas d'embrassade tentée, pas de suggestion que je reste la nuit, aucune pression. Juste un doux « j'ai passé un merveilleux moment ». Et une question sur le fait de savoir si j'aimerais le refaire bientôt. C'est là que j'ai fait mon mouvement. Je me suis retournée vers lui, me suis rapprochée, et laissé ma main se poser sur sa poitrine et je l'ai embrassé. Rien de dramatique ou d'excitant, juste un doux et tendre baiser qui a duré exactement assez longtemps pour lui faire croire que c'était spontané et sincère plutôt que planifié stratégiquement. Sa réaction était tout ce que j'avais espéré. Surprise, puis plaisir, puis cette douce expression d'émerveillement comme s'il ne pouvait tout simplement pas croire que cela lui arrivait. Il m'a embrassé doucement, prudemment, comme si j'étais quelque chose de précieux qu'il avait peur d'abîmer. Quand nous nous sommes enfin désolidarisés, il me regardait avec une telle affection sincère que quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. Mais j'ai repoussé ce sentiment et lui ai souri à la place. « Je devrais y aller », ai-je dit, et il hocha la tête, bien que je puisse voir la déception dans ses yeux. « Puis-je te voir demain ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une certaine désespérance, comme s'il avait peur que tout cela ait été trop beau pour être vrai et que j'allais disparaître. « J'aimerais ça », lui ai-je dit avec sincérité. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des textos de Marcus et Jenna. Marcus annulait nos projets pour le week-end. Une autre crise de travail. Jenna voulait déjeuner pour me parler davantage de son mystérieux petit ami. Le timing était parfait. J'ai retrouvé Jenna à notre endroit habituel, un petit café branché en centre-ville, où elle pouvait se montrer et être vue. Elle était déjà là quand je suis arrivée, pratiquement vibrante d'excitation, ses cheveux blonds fraîchement coiffés et son maquillage fait comme si elle allait à un shooting photo au lieu d'un déjeuner décontracté. Elle avait l'air coupable comme l'enfer et elle ne le savait même pas. « Oh mon Dieu, enfin !» s'exclama-t-elle en s'asseyant. « Je suis impatiente de te parler de ce gars que je vois. » J'ai arrangé mon visage en une expression de curiosité intéressée. « Dis-moi tout, tu es si mystérieuse à son sujet. » Et elle le fit. Mon Dieu, elle me parla de tout. Elle a parlé pendant 20 minutes d'à quel point Marcus était incroyable, comme il était différent des autres gars qu'elle avait fréquentés, de sa maturité, de son succès, de son sens de l'humour. Elle a décrit leurs rendez-vous, des rendez-vous qui, maintenant, je réalisais, se déroulaient les mêmes nuits où Marcus était supposément au travail. Elle a parlé de la qualité du sexe, de la manière dont il la faisait se sentir spéciale, de la façon dont elle pensait que cela pourrait être le bon. Pendant tout ce temps, elle a utilisé son nom, Marcus ci, Marcus ça.
Elle parlait de mon petit ami depuis 3 ans, comme s'il s'agissait d'une découverte excitante qu'elle avait faite, comme si elle était la première personne à apprécier ses merveilleuses qualités. Elle n'a pas mentionné qu'il était pris. Elle n'a pas mentionné qu'il était mon petit ami. Elle n'a pas mentionné qu'elle s'en prenait à la vie de sa meilleure amie, la femme assise en face d'elle, hochant la tête et souriant en agissant heureuse pour elle. J'étais là, l'écoutant parler de mon petit ami tout en ajoutant mentalement des charges à l'acte d'accusation que je construisais contre eux deux. Trahison, tromperie, volume, terrorisme émotionnel. Et maintenant, assise ici à l'écouter parler de Marcus comme s'il était à elle, je pouvais ajouter une autre accusation, une délire complet et absolu. Le seul problème, dit-elle, prenant enfin une respiration, c'est que c'est compliqué. Il est en couple. Voilà, l'admission que j'attendais. Oh, dis-je, gardant ma voix soigneusement neutre. C'est en effet compliqué. Je sais, dit-elle rapidement. Je ne suis pas d'habitude l'autre femme. Mais c'est différent. Il n'est pas heureux avec elle. Il dit qu'elle ne le comprend pas, qu'ils se sont éloignés, qu'il reste avec elle uniquement parce que c'est plus facile que de gérer une rupture en ce moment. La classique bullshit de trompeur. J'avais déjà entendu ces mots exacts de gars essayant de me draguer dans des bars. Elle ne me comprend pas. Nous sommes essentiellement colocataires. Je vais bientôt la quitter. Les plus grands succès de l'infidélité. Mais entendre Jenna les répéter comme un évangile, comme si Marcus était un héros romantique torturé au lieu d'un menteur pathétique, me donnait envie de tendre le bras à travers la table et de la gifler. À la place, je me penchais en avant avec préoccupation. « Es-tu sûr de vouloir t'impliquer là-dedans? Je veux dire, s'il est prêt à la tromper, qu'est-ce qui te fait penser qu'il ne te trompera pas, toi ?» Elle balaya ma préoccupation d'un geste de la main comme si je devenais ridicule. « Ce n'est pas comme ça. C'est réel. » Il va la quitter bientôt. Il a juste besoin de trouver le bon moment. Il ne veut pas lui faire de peine inutilement, lui faire du mal inutilement. Parce qu'apparemment, poursuivre une liaison de 3 mois était la façon douce et attentionnée de mettre fin à une relation. De plus, continua-t-elle, sa voix tombant à un murmure complice, elle est un peu ennuyante. Il dit qu'elle est assez gentille, mais il n'y a plus d'étincelle, pas d'excitation. Il a besoin de quelqu'un qui le challenge, tu sais, ennuyeuse. C'est ce qu'il pensait de moi. 3 ans de ma vie, 3 ans d'amour pour Marcus et de soutien à ses rêves, et j'étais ennuyeuse. La colère était si pure, si cristalline, que c'était presque beau. Elle brûlait toute culpabilité résiduelle que je pouvais ressentir à propos de ce que je faisais à Richard. Ces gens méritaient tout ce qui leur arrivait. « Eh bien, dis-je prudemment, j'espère que tu sais ce que tu fais. Juste. Sois prudente, d'accord ?» Elle tendit la main à travers la table et me prit la main. « Tu es une si bonne amie. Je suis si heureuse de t'avoir. » L'ironie était si épaisse que j'aurais pu l'étaler sur du pain. Après le déjeuner, je me rendis directement chez Richard. Il était dans son garage à travailler sur la Mustang, portant un vieux jean et un t-shirt assez serré pour montrer qu'il ne sautait certainement pas les séances de jambes. Ses mains étaient couvertes de graisse et il y avait une tache d'huile sur sa joue qui le faisait paraître plus jeune et plus accessible. Il leva les yeux lorsque je rentrai et son visage entier s'illumina. « Salut, Belle. Je ne m'attendais pas à te voir avant ce soir. » Belle. Quand Marcus m'avait-il appelée Belle pour la dernière fois? Quand Marcus m'avait-il regardé comme Richard me regardait en ce moment, comme si j'étais la meilleure partie de sa journée? « Tu m'as manqué, dis-je, et ce n'était pas tout à fait un mensonge. » Il s'essuya les mains sur un chiffon et s'approcha de moi, me prenant dans une étreinte qui sentait l'huile de moteur et le parfum cher. Il embrassa le sommet de ma tête et je pouvais sentir une partie de la tension du déjeuner avec Jenna fondre. « Donne-moi 10 minutes pour me nettoyer, » dit-il, « et ensuite je suis à toi. » Pendant qu'il était dans la maison pour se laver les mains, je flânais dans son garage, regardant les outils, les pièces de voiture et les photos qu'il avait épinglées sur un tableau en liège. La plupart d'entre elles étaient de Jenna, des photos de sa remise de diplôme, des photos de vacances, des prises de vue candides d'elle riant ou faisant des grimaces pour l'appareil photo. Les photos s'étendaient sur des années, chroniquant sa transformation d'enfant aux joues rondes à l'adulte traître qu'elle était devenue. Dans chaque photo, Richard rayonnait de fierté. C'était un homme qui vénérait sa fille, qui avait construit tout son monde autour de son bonheur. Et elle le lui rendait en le traitant comme une honte et un compte en banque. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle était sur le point de perdre. Richard revint nettoyé et sentant le savon au lieu de l'huile de moteur. Il enroula ses bras autour de moi par derrière et posa son menton sur mon épaule, nous regardant tous les deux les photos de Jenna. « Elle est belle !» dis-je, parce que c'était vrai et parce que je savais que c'était ce qu'il voulait entendre.
Elle tient ça de sa mère, dit-il doucement. Mais elle a mon côté têtu. Elle doit toujours faire les choses de la manière la plus difficile. Si seulement il savait à quel point les choses allaient devenir difficiles. Parle-moi d'elle, dis-je, me tournant dans ses bras pour lui faire face. Je veux tout savoir sur les gens qui comptent pour toi. Et il le fit. Pendant l'heure suivante, Richard me racontait des histoires sur l'éducation de Jenna en tant que père célibataire. Des récitals de danse et des matchs de foot et des réunions parents-professeurs. De l'apprendre à conduire et de l'aider avec ses devoirs et de veiller toute la nuit quand elle avait la grippe. À travailler des heures supplémentaires pour payer son université, son appartement et sa voiture, sacrifiant sa propre vie sociale pour être sûre qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. L'amour dans sa voix était indéniable, et cela rendait ce que j'étais sur le point de faire à la fois plus justifié et plus cruel. Jenna ne méritait pas un père comme Richard, mais Richard méritait de savoir quel genre de personne sa fille était vraiment. Elle a l'air incroyable, mentis-je. J'aimerais la rencontrer un jour. J'aimerais ça, dit Richard. Bien que je devrais te prévenir, elle peut être un peu protectrice. Elle n'a jamais vraiment approuvé quiconque j'ai fréquenté. Protectrice, exactement. Plutôt possessive et contrôlante et menacée par l'idée que quiconque d'autre puisse compter pour son père. Je suis sûre que nous allons bien nous entendre, dis-je, lui souriant en levant les yeux vers lui. Après tout, nous tenons tous les deux à toi. 3 jours plus tard, j'étais prête pour la prochaine phase de mon plan. J'avais passé le week-end chez Richard, non pas en dormant, mais en passant de longues journées ensemble qui se terminaient par des sessions de câlins de plus en plus passionnés sur son canapé. Nous étions sur le point de déplacer les choses à un autre niveau, et je pouvais voir dans ses yeux qu'il tombait amoureux très vite. Il était temps de faire savoir à Marcus et Jenna qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir des secrets. J'ai commencé petit. Une photo sur Instagram de Richard et moi au restaurant, taguée dans un endroit que je savais que Jenna suivait. Une mention décontractée à Marcus que j'avais passé du temps avec un ami, quand il demanda ce que j'avais fait ce week-end. Quelques publications stratégiques sur à quel point il était agréable d'être avec quelqu'un qui m'appréciait vraiment. Aucun d'eux ne mordit à l'hameçon. Marcus était trop pris dans son affaire pour faire attention à mes réseaux sociaux et Jenna était trop centrée sur elle-même pour remarquer que sa meilleure amie pouvait sortir avec quelqu'un. Alors j'escaladais la situation. Je publiais une photo des mains de Richard travaillant sur la Mustang, avec une légende disant à quel point c'était attirant de voir un homme créer quelque chose de beau. Je fis part de ma localisation dans son cabinet d'architecture quand je lui apportais le déjeuner. Je partageais une photo des fleurs de son jardin, en m'extasiant sur à quel point il était attentionné. Toujours rien. Ils étaient tellement pris dans leur propre drame qu'ils étaient complètement inconscients du mien. Il était temps d'utiliser le truc nucléaire. J'attendis un jeudi soir où je savais que Marcus devait travailler tard, encore une fois, puis je postais une photo de Richard et moi dans son jardin, assis près l'un de l'autre sur ses meubles de patio, son bras autour de mes épaules, et nous deux riant de quelque chose hors cadre. Nous avions l'air heureux, nous avions l'air d'un couple. La légende disait « Parfois, les meilleures choses arrivent quand on ne les cherche pas ». En moins d'1 heure, mon téléphone commença à vibrer de notifications. Des commentaires d'amis demandant qui était ce mystérieux homme. Des mentions j'aime de personnes que je connaissais à peine. Et puis enfin le message que j'attendais. Jenna, OMG qui est-ce? Il est magnifique. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voyais quelqu'un? Je fixais son message pendant un long moment, savourant l'instant. Elle n'avait aucune idée. Elle regardait une photo de son propre père et complimentait son apparence sans même le reconnaître. L'ironie était si parfaite qu'elle en devenait presque poétique. Je tapais. Juste quelqu'un avec qui j'ai passé du temps. C'est encore nouveau, mais je l'aime vraiment bien. J'ai hâte que tu le rencontres. Smile. Sa réponse arriva immédiatement. Oui. Nous devrions faire un double rendez-vous. Moi et Marcus, toi et le mystérieux homme. Marcus et Jenna. Un double rendez-vous avec moi et Richard, mon petit ami infidèle et ma meilleure amie traîtresse, partageant une table avec moi et le père de l'un d'eux. C'était si beau, si parfaitement tordu, que je ris vraiment à voix haute. J'adorerais ça, tapais-je en retour. Laisse-moi lui parler et voir quand il est libre. Le piège était tendu. Tout ce que j'avais à faire maintenant était de le déclencher. Le double rendez-vous était prévu pour vendredi soir au Meridian, l'un de ces restaurants haut de gamme où les portions sont minuscules, mais les prix font pleurer votre carte de crédit. Parfait pour le genre de soirée qui se terminerait par l'effondrement complet du monde de quelqu'un d'une manière spectaculaire. Je passais toute la semaine qui précédait dans un état d'excitation à peine contenu.
C'était comme attendre le matin de Noël, sauf que le matin de Noël impliquait de voir votre petite amie infidèle et votre meilleure amie traîtresse découvrir que le karma était une chienne avec d'excellentes compétences de planification. Richard était nerveux à l'idée de rencontrer mes amis. Il posait sans cesse des questions à leur sujet, voulant faire bonne impression, s'inquiétant de ne pas s'intégrer chez des gens de mon âge. S'il savait seulement que l'un de mes amis était sur le point de découvrir qu'elle avait couché avec le petit ami de quelqu'un d'autre tout en se félicitant de la qualité du sexe, et que mon autre ami était sur le point de rencontrer le père de sa petite amie et de réaliser que sa liaison secrète n'était plus si secrète que ça. « Et s'il ne m'aime pas ?» demanda Richard pendant que nous nous préparions chez lui. Il avait changé de chemise 3 fois et était actuellement en train d'angoisser sur le fait que sa cravate soit trop formelle pour le dîner avec des gens dans la vingtaine. « Fais-moi confiance », dis-je, ajustant son col et admirant comment le bleu marine faisait ressortir ses yeux. « Cela va être une nuit que nous n'oublierons jamais. » Je ne mentais pas. Pas même un peu. J'avais choisi ma tenue aussi soigneusement qu'un général choisissant des armes pour la bataille. Une robe noire qui était élégante mais pas trop habillée, sophistiquée mais pas intimidante, avec juste assez de décolleté pour rappeler à tout le monde que j'étais une femme qui valait la peine de se battre. Mes cheveux étaient tirés en un chignon sleek qui mettait en valeur les boucles d'oreilles que Richard m'avait offertes la semaine dernière, de petits diamants qui captaient la lumière quand je bougeais. J'avais l'air de quelqu'un qui appartenait au bras d'un homme âgé, séduisant et réussi. J'avais l'air de quelqu'un qui gagnait. Nous arrivâmes au Méridien exactement à 7 heures. Marcus et Jenna étaient déjà là, assis à une table dans un coin et ayant l'air de la définition même du jeune amour. Marcus avait son bras drapé négligemment sur le dossier de la chaise de Jenna et elle s'y penchait comme si elle posait pour une séance photo sur les couples magnifiques. La vue d'eux ensemble, si à l'aise et confiants dans leur tromperie, a déclenché une nouvelle vague de détermination dans mon système. Ils ont levé les yeux en nous voyant, Richard et moi approchés de la table, et j'ai observé leur visage attentivement pour le moment de reconnaissance. Marcus nous a vus en premier, et j'ai capté la seconde exacte où son cerveau a traité ce qu'il voyait. Son visage a traversé une fascinante série d'expressions, confusion, reconnaissance, choc, puis quelque chose qui ressemblait furieusement à de la panique. Jenna était plus lente à comprendre. Elle souriait et commençait à se lever pour nous saluer quand elle a vraiment regardé Richard pour la première fois. J'ai regardé son visage se figer, ses yeux s'élargir, sa bouche s'ouvrir d'une manière qui aurait été comique si je n'avais pas été si occupée à savourer chaque seconde de son choc. « Marcus, Jenna, » ai-je dit avec aisance, « je voudrais que vous rencontriez Richard. » Le silence s'est étiré pendant ce qui semblait être une éternité. Marcus me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il me voyait pour la première fois et réalisait qu'il avait gravement sous-estimé mes capacités. Jenna regardait son père avec l'horreur habituellement réservée aux catastrophes naturelles ou aux audits fiscaux. Richard, pauvre de lui, inconscient de la situation, s'est avancé, main tendue et son plus beau sourire. « C'est tellement agréable de vous rencontrer enfin tous les deux. J'ai tant entendu parler de vous. » L'ironie était absolument magnifique. Marcus s'est remis le premier, probablement parce qu'il avait des années de pratique à mentir et à faire semblant. Il s'est levé et a serré la main de Richard, son sourire un peu trop lumineux, sa voix un peu trop forte. « Richard, enchanté de te rencontrer, mec. C'est inattendu. Papa ?» La voix de Jenna est sortie à peine plus qu'un murmure. « Que fais-tu ici ?»« Oh, c'était même mieux que je ne l'avais imaginé. » Le regard sur son visage alors que les pièces commençaient à s'imbriquer valait chaque minute que j'avais passée à planifier ce moment. Je pouvais pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'elle tentait de traiter le fait que sa meilleure amie était en rendez-vous avec son père. « Jenna !» Le visage de Richard s'est illuminé d'un véritable plaisir. Quelle merveilleuse surprise! Je n'avais aucune idée que toi et... Il regarda entre Jenna et moi, visiblement ravi par ce qu'il supposait être une incroyable coïncidence. « Attendez, vous deux vous connaissez ?»« Nous sommes meilleurs amis, » dis-je, ma voix parfaitement innocente. « N'est-ce pas incroyable ? Quelles sont les chances ?» Les chances étaient exactement ce que j'avais calculé, mais Richard n'avait pas besoin de le savoir. Marcus continuait à me fixer comme si j'avais poussé un deuxième bras. Je pouvais voir son esprit analytique peser les implications. C'était un garçon intelligent, manipulateur et malhonnête, mais intelligent. Il commençait à réaliser que ce n'était pas une coïncidence. C'était quelque chose de complètement différent. Jenna avait l'air d'être sur le point de vomir.
Son visage était devenu pâle, et elle s'accrochait au bord de la table comme si c'était la seule chose la maintenant debout. « Tu sors avec mon père ?» réussit-elle à articuler. « Depuis environ un mois, » dis-je enjoué. « Il est incroyable, Jenna. Tu as de la chance de l'avoir comme père. » Je me suis assise à côté de Richard, qui continuait de sourire comme si c'était le meilleur scénario possible. Il a mis sa main sur mon genou sous la table, un geste à la fois possessif et protecteur. Je me suis légèrement penchée vers lui, jouant le rôle de la petite amie dévouée. Marcus s'est assis lourdement, son cerveau d'avocat clairement en surchauffe pour comprendre à quel point il était dans le pétrin. Jenna est restée debout, l'air d'être prise entre fuir le restaurant et exiger des réponses. « Assieds-toi, chérie », a dit Richard doucement. « C'est merveilleux! Je vais dîner avec ma fille et mon... » Il a marqué une pause, me regardant avec des yeux doux. « Ma petite amie » et son ami Marcus. « Petite amie », le mot flottait dans l'air comme une bombe prête à exploser. Richard le disait avec tant de chaleur, tant d'affection évidente, que j'en ai presque ressenti de la culpabilité pour la façon dont je l'utilisais. Presque. Jenna a fini par s'asseoir, ses mouvements mécaniques et raides. Elle continuait de me fixer avec une expression que je ne pouvais pas vraiment décrypter. Choc, trahison, horreur, et quelque chose qui pouvait ressembler à de la peur. « Alors, » a dit Marcus, essayant clairement de reprendre le contrôle de la situation, « comment vous êtes-vous rencontrés toutes les deux ?» Sa voix était soigneusement décontractée, mais je pouvais entendre le sous-texte de panique. Il commençait à comprendre que ce n'était pas juste gênant, c'était dangereux. « Café au centre-ville » a répondu Richard sans hésiter. Elle a demandé des recommandations sur les grains éthiopiens et nous avons fini par parler pendant des heures. Il a serré doucement mon genou sous la table. J'ai su tout de suite qu'elle était spéciale. « Spéciale », a répété Jenna faiblement. « Papa, puis-je te parler un instant ?» a-t-elle dit soudain. « Seule ?»« Bien sûr, chérie. » Richard a commencé à se lever, mais j'ai mis ma main sur son bras. « En fait, » ai-je dit, « avant que tu ne fasses ça, il y a quelque chose que je pense que tout le monde devrait savoir. » J'ai regardé directement Marcus, qui était devenu très immobile. « À propos de l'honnêteté et de la confiance, et d'être sincère avec les gens qui te tiennent à cœur. » La température à la table semblait avoir chuté d'environ 10 degrés. Le visage de Marcus était soigneusement neutre, mais je pouvais voir le muscle de sa mâchoire tressauter. Jenna avait l'air sur le point d'hyperventiler. « Je pense, » ai-je continué, ma voix étant toujours parfaitement agréable, « que nous devrions tous mettre nos cartes sur la table. Tu ne penses pas, Marcus ?» Il m'a fixé pendant un long moment, et je pouvais voir qu'il pesait ses options. Nier tout et espérer que je bluffais, se confesser et essayer de contrôler le récit, couper ses pertes et s'enfuir. « Je ne sais pas de quoi tu parles », a-t-il finalement dit. Mauvaise réponse. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. « Madame Patterson a vraiment une excellente vue pour quelqu'un de son âge, » ai-je dit de manière désinvolte. Et elle est très observatrice. Très attentionnée aux détails. Marcus est devenu blême. « Elle a remarqué que tu passais beaucoup de temps dans ta voiture dernièrement, » ai-je continué. « Garée devant mon immeuble, avec un passager, une passagère blonde. » Jenna a poussé un petit son étranglé. « Elle a aussi remarqué, » ai-je dit, ma voix devenant légèrement plus aiguë, que cette passagère blonde ressemblait remarquablement à ma meilleure amie Jenna. Richard avait l'air confus. « Je ne comprends pas. »« 3 mois, » ai-je dit, regardant directement Jenna. « C'est le temps que tu as passé à coucher avec mon petit ami. 3 mois à me mentir en face. 3 mois à faire semblant d'être mon ami pendant que tu baisais Marcus dans sa voiture, dans mon appartement, dans mon lit. » Les mots flottaient dans l'air comme du gaz toxique. Le visage de Richard a traversé la même série d'expressions que j'avais vues sur ceux de Marcus et Jenna. Confusion, compréhension, puis quelque chose de plus sombre. 3 mois, ai-je répété, à t'écouter parler de ton mystérieux nouvel homme, tout en décrivant la bite de mon petit ami. 3 mois où Marcus me disait qu'il travaillait tard alors qu'il était en fait en train de travailler pour entrer dans ton pantalon. « Jésus-Christ » a murmuré Marcus. « Tu pensais que j'étais stupide ?» ai-je demandé, ma voix s'élevant. « Tu pensais que je ne découvrirais jamais? Tu pensais que tu pourrais prendre tout ce que tu voulais chez moi sans que je ne remarque jamais ?» Jenna était en train de pleurer maintenant, son mascara coulant sur ses joues en rivière noire. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. »« Comment cela était-il censé se passer ?» ai-je répliqué. « Tu comptais attendre après mon mariage pour me dire que tu avais couché avec mon fiancé ?» La main de Richard était devenue très immobile sur mon genou. Quand je l'ai regardé, son visage était plus dur que je ne l'avais jamais vu. L'homme doux et gentil avec qui je sortais depuis un mois avait été remplacé par quelqu'un qui semblait capable de violence. « Jenna »
a-t-il dit calmement. Est-ce vrai? Elle a ouvert sa bouche, l'a refermée, l'a réouverte. Aucun son n'est sorti. Réponds-moi, a dit Richard, et il y avait de l'acier dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Papa, est. C'est vrai? Jenna a regardé Marcus désespérément, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre la sauver de ce moment. Mais Marcus fixait ses mains, ayant clairement décidé que sa meilleure stratégie était de devenir invisible. Oui, a-t-elle finalement murmuré. Le mot semblait résonner dans le silence soudain. Le visage de Richard est devenu totalement neutre, le genre de vide qui vient avant une explosion. « Tu as couché avec le petit ami de ta meilleure amie », a-t-il dit lentement, comme s'il essayait de comprendre une langue étrangère. « Papa, je peux expliquer. Pendant 3 mois. Ce n'est pas ce que tu penses. Pendant qu'elle te faisait confiance, pendant qu'elle te considérait comme de la famille. » Jenna a tressailli comme s'il l'avait frappée. « Papa, s'il te plaît. »« Sours, » a dit Richard calmement. « Quoi? » Sors de ce restaurant. Sors de ma vue. Éloigne-toi de moi avant que je ne dise quelque chose que je ne peux pas reprendre. Je n'avais jamais entendu Richard jurer avant. L'effet était saisissant, comme regarder une peluche soudainement pousser des dents. Jenna le regardait avec choc et panique croissante. « Papa, tu ne comprends pas? »« Je comprends parfaitement, » a-t-il dit, sa voix devenant plus forte. « Je comprends que j'ai élevé une petite peste égoïste et traîtresse qui pense que le monde tourne autour d'elle. Je comprends que j'ai passé 26 ans à sacrifier tout pour quelqu'un qui rembourse la loyauté par la trahison. » Le restaurant était devenu silencieux autour de nous. D'autres clients regardaient, certains sortant leur téléphone pour enregistrer ce qui allait clairement devenir un effondrement très public. « Richard, » a dit faiblement Marcus, « peut-être devrions-nous tous nous calmer. » « Non. » Richard se tourna vers lui avec une telle fureur que Marcus recula dans sa chaise. « Ne me dis pas de me calmer. Tu as menti à cette femme pendant 3 mois. Tu as utilisé ma fille pour tromper ta petite amie. Tu es un vrai salaud, et si tu dis un mot de plus, je vais te montrer exactement quel genre d'homme travaille avec ses mains. » La menace a été délivrée d'un ton si calme et mesuré qu'elle était en quelque sorte plus terrifiante que si Richard avait crié. Marcus se leva brusquement. « Je pense qu'on devrait y aller. » J'ai ri, et ça a été aigu et cassant. « Oh chérie, il n'y a pas de nous. Il n'y a pas eu de nous depuis 3 mois. Tu l'as choisi? Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Écoute, » dit Marcus, « je sais que tu es contrarié. » Contrarié? Je me suis aussi levée, et je pouvais sentir tous les regards du restaurant sur nous. Être contrarié, c'est quand quelqu'un vous coupe sur la route. C'est ce qui se passe quand on découvre que toute votre vie n'a été qu'un mensonge. Je me tournai vers Jenna, qui pleurait toujours silencieusement dans sa serviette. « Est-ce que tu as apprécié ?» demandai-je comme si de rien n'était. « Est-ce que ça t'a excité de savoir que tu baisais le petit ami de quelqu'un d'autre? Ça t'a fait te sentir spécial? S'il te plaît, arrête, murmura-t-elle. « Est-ce que tu as ri de moi? » continuai-je. « Quand vous étiez ensemble, est-ce que vous faisiez des blagues sur la pauvre, stupide, ennuyeuse moi, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait juste sous son nez? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Éclaire-moi. Explique-moi comment baiser mon petit ami pendant 3 mois tout en prétendant être ma meilleure amie était d'une certaine manière noble, pure et mal comprise. » Jenna regarda son père désespérément. « Papa, s'il te plaît, tu dois comprendre. »« Je comprends, » dit Richard calmement. « Je comprends que je ne te connais pas du tout. Je comprends que la fille que je pensais avoir élevée n'existe pas. » Les mots frappèrent Jenna comme des coups physiques. Elle se pencha légèrement, pleurant plus fort. « 26 ans, » continua Richard, sa voix devenant plus forte. « 26 ans à te mettre en premier. À travailler plus d'heures pour payer tes cours de danse, ton université, ta voiture et ton appartement. 26 ans à refuser des rencarts et des événements sociaux parce que tu avais besoin de quelque chose, ou en voulais quelque chose, ou traversais une crise qui nécessitait mon attention immédiate. Papa, 26 ans à croire que la famille comptait pour toi, que la loyauté comptait, que les valeurs que j'ai essayé de t'inculquer avaient réellement pris racine. » Il se leva, jetant sa serviette sur la table. « J'avais tort. S'il te plaît, ne dis pas ça, » supplia Jenna. « S'il te plaît, je peux réparer ça. »« Comment ?» demanda Richard. « Comment répares-tu 3 mois de mensonges? Comment répares-tu le fait de détruire quelqu'un qui te faisait confiance? Comment répares-tu le fait de trahir la personne qui te considérait comme une sœur? » Jenna n'avait pas de réponse. Aucun d'eux n'en avait. « J'ai besoin d'air, » dit Richard, et il se dirigea vers la sortie sans se retourner. Je restai là un moment, regardant Marcus et Jenna. Ils semblaient tous deux plus petits d'une certaine manière, diminués par le poids de leurs propres actions. « J'espère que ça en valait la peine, » dis-je enfin.
J'espère que 3 mois de sexe médiocre valaient la perte de tout le reste. Marcus tressaille. Ne quoi? Demandai-je. Ne dis pas la vérité? Ne souligne pas que tu as gaspillé 3 ans pour quelqu'un qui va probablement te tromper aussi? Parce qu'en toute honnêteté, Marcus, si elle peut trahir sa meilleure amie, qu'est-ce qui te fait penser qu'elle te sera fidèle? Le regard qui passa entre Marcus et Jenna me dit qu'une telle pensée n'était jamais venue à l'esprit de l'un ou de l'autre. Magnifique. Je vous souhaite une belle vie ensemble, dis-je. Vous méritez d'être ensemble. Je sortis du restaurant la tête haute et la colonne droite, les laissant s'occuper des dégâts qu'ils avaient créés. Je trouvai Richard dans le parking, adossé à sa voiture, les mains profondément enfoncées dans ses poches. Il avait l'air plus vieux qu'il y a 1 heure, comme si l'affrontement l'avait vieilli en temps réel. « Ça va ?» demandai-je doucement. Il rit, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. « Ça va ?» Ma fille trahit sa meilleure amie depuis 3 mois, et je viens juste de l'apprendre dans un restaurant public. Je ne suis pas sûre que « ça va » soit le bon mot. « Je suis désolée », dis-je, et je le pensais. « Je suis désolée que tu aies dû l'apprendre comme ça. »« Vraiment ?» demanda-t-il, se tournant pour me regarder. « Tu es vraiment désolée ?» Pendant un instant, je pensais qu'il avait compris. Je pensais qu'il savait que tout cela avait été planifié, que j'avais orchestré cette soirée spécifiquement pour blesser Jenna et Marcus de la manière la plus dévastatrice qui soit. Mais quand je plongeais dans ses yeux, je ne vis pas de soupçon. Je vis de la douleur, de la confusion et quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « Tu aurais pu me le dire en privé ?» dit-il. « Tu aurais pu m'épargner l'humiliation publique. Tu méritais de le savoir, dis-je. Et tu méritais de l'entendre de quelqu'un qui se soucie de toi, pas de quelqu'un essayant de manipuler la situation. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Je me souciais de lui. Peut-être pas de la manière dont il pensait que je le faisais, mais je me souciais. Et il méritait de savoir quel genre de personne était réellement sa fille. 3 mois, dit-il doucement. 3 mois de mensonges aussi. Je lui ai demandé à propos de ce type, Marcus, avec qui elle sortait. Je lui ai demandé si cela la rendait heureuse. Elle m'a regardé dans les yeux et menti. « Je suis désolée », dis-je encore. Il resta silencieux un long moment, regardant les étoiles à peine visibles au-dessus des lumières de la ville. « Tu sais quelle est la pire partie ?» dit-il finalement. « Quoi ?» Je ne suis pas surpris. Je devrais être choqué, dévasté, pris au dépourvu. Mais je ne le suis pas. Au fond, je pense que j'ai toujours su qu'elle était capable de ça. L'admission semblait lui faire plus de mal que la trahison elle-même. Ce n'est pas une mauvaise personne, dis-je prudemment. Elle fait des choix égoïstes. Non, dit Richard fermement. C'est une mauvaise personne. Les bonnes personnes ne font pas ça. Les bonnes personnes ne trahissent pas ceux qui les aiment. Les bonnes personnes ne mentent pas et ne manipulent pas et ne détruisent pas des vies pour leur propre gratification. Il se tourna complètement vers moi. « Mais tu n'es pas une mauvaise personne, » dit-il. « Tu aurais pu gérer ça de la manière que tu voulais. Tu aurais pu le rendre moche et vindicatif. Au lieu de cela, tu m'as donné la vérité et tu lui as donné une chance de s'expliquer. Si seulement il savait. « Je t'aime, » dit-il soudainement. Les mots flottèrent entre nous comme un fil électrique. Je le fixais, mes réponses soigneusement planifiées devenant tout à coup insuffisantes. « Je sais que c'est trop tôt, » continua-t-il rapidement. « Je sais que nous ne sortons ensemble que depuis 1 mois. Mais te voir gérer cette soirée avec tant de grâce et de dignité, je t'aime. J'aime ta force, ta loyauté et ta capacité à pardonner. Pardon, bien. C'est exactement ce dont cette soirée avait traité. Richard, je sais que tu as probablement besoin de temps pour encaisser tout ce qui vient de se passer, dit-il. Mais je veux que tu saches que je suis là. Quoi que tu aies besoin, peu importe comment tu veux gérer ça, je suis là. » Je le regardais. Cet homme bon et décent qui venait de voir sa fille révéler qu'elle était tout ce qu'il avait essayé de ne pas lui faire devenir. Cet homme qui m'offrait du réconfort, du soutien et de l'amour inconditionnel après ma propre trahison. Cet homme qui n'avait aucune idée que je venais de l'utiliser comme une arme dans la plus élaborée des intrigues de vengeance de ma vie d'adulte. « Je t'aime aussi », m'entendis-je dire. Et la chose terrifiante était que je n'étais pas sûre de mentir. Nous rentrâmes chez lui dans un silence relatif, tous deux absorbés dans les événements de la soirée à notre manière. Richard ne cessait de tendre la main pour me prendre la main, comme s'il avait besoin de se rassurer que j'étais encore là, encore réelle, encore à lui. Quand nous entrâmes, il nous versa à boire, whisky, pur, le genre d'alcool que l'on boit quand il faut brûler le goût de la déception. Nous étions assis sur son canapé, mes jambes repliées sous moi, son bras autour de mes épaules. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. « Je ne sais pas, dis-je honnêtement.
Je dois réfléchir à ce que je dois faire concernant mon appartement, mes affaires. Marcus a les clés de tout. Reste ici, dit Richard immédiatement. Reste avec moi. Richard, je suis sérieux. Il posa son verre et se tourna vers moi. Je sais que c'est rapide, je sais que c'est compliqué, mais je ne veux pas que tu sois seul en ce moment. Et honnêtement, je ne veux pas être seule non plus. En le regardant, je réalisais que c'était ça. C'était le moment où je pouvais mettre fin à la farce et lui dire la vérité. Je pouvais expliquer que tout cela avait été une mise en scène élaborée, que j'avais orchestré cette soirée spécifiquement pour détruire sa fille et mon ex-petite amie. Je pouvais tout révéler sur mes motivations et mes méthodes et le laisser décider s'il pouvait me pardonner de m'être servi de lui, ou je pouvais continuer à jouer le rôle que j'avais créé. Je pouvais emménager avec lui et continuer à construire une relation basée sur un mensonge. Je pouvais l'épouser et devenir la belle-mère de Jenna et réaliser ma vengeance de la manière la plus poétique qui soit. « D'accord, » dis-je. « D'accord ? D'accord, je vais rester avec toi. » Son sourire était si lumineux, si véritablement heureux, qu'il me fit mal au cœur. Il m'embrassa alors, doux et tendre et plein de promesses, et je l'embrassai en retour avec un enthousiasme qui n'était pas entièrement fabriqué. 6 mois plus tard, Richard me demanda en mariage. Il le fit un jeudi matin dans sa cuisine, sans fanfare ni grand geste. Je préparais du café dans l'un de ses vieux t-shirts, mes cheveux en désordre, complètement non préparés à des moments qui changent la vie. Il s'approcha de moi par derrière, enroula ses bras autour de ma taille et dit « Épouse-moi ». Juste comme ça, simple et parfait et complètement lui. Je dis oui avant même d'avoir consciemment décidé de dire quoi que ce soit. La bague était magnifique, un cadre vintage avec une pierre qui captait la lumière du matin et la diffusait dans la cuisine en de petits arcs-en-ciel. Elle s'asseyait parfaitement, comme si elle avait été fabriquée pour mon doigt. Je l'ai achetée il y a 3 mois, avoua Richard en la glissant sur ma main. Je l'ai portée en attendant le bon moment. C'est le bon moment, dis-je, et je le pensais. Nous décidâmes d'une petite cérémonie, juste la famille proche et des amis proches. Richard n'avait pas beaucoup de famille, un frère en Californie, quelques cousins dispersés à travers le pays. J'avais mes parents, qui étaient ravis que j'aie trouvé quelqu'un qui me rendait si visiblement heureuse. Jenna n'était pas invitée. Richard n'avait pas parlé à sa fille depuis la nuit au Méridien 6 mois plus tôt. Elle avait essayé d'appeler, d'envoyer des textos, de se rendre à son bureau. Elle avait envoyé des lettres et des courriels et avait même tenté de passer par son frère pour qu'il lui parle. Il avait ignoré tout cela. Elle a fait son choix. Il a dit « Lorsque j'ai suggéré qu'il devrait peut-être lui donner une chance de s'excuser, elle s'est choisie elle-même plutôt que tout le monde. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. » Je n'ai pas insisté sur le sujet. Après tout, l'éloignement avec sa fille faisait partie de mon plan de revanche. Le fait que cela brisait aussi le cœur de Richard n'était que des dommages collatéraux. Le mariage était parfait, petit et intime, tout ce qu'un mariage devait être. Richard a pleuré en me voyant dans ma robe. J'ai pleuré quand il a prononcé ses vœux. Nos familles ont pleuré parce que nous étions visiblement heureux, et nous étions heureux. C'était la partie la plus étrange de tout cela. Quelque part entre le plan de vengeance élaboré, la fausse relation et l'intimité fabriquée, de vrais sentiments s'étaient développés. Un véritable amour, un véritable partenariat, une réelle joie. J'avais épousé Richard pour faire du mal à sa fille, mais j'avais fini par l'épouser parce que je voulais vraiment passer ma vie avec lui. Le fait que cela faisait aussi de moi la belle-mère de Jenna n'était que la cerise sur le gâteau de ma vengeance. Marcus et Jenna avaient duré exactement 3 mois après la nuit à Meridian. Apparemment, quand l'excitation de l'amour interdit s'est estompée et qu'ils se sont retrouvés juste l'un avec l'autre, ils ont réalisé qu'ils n'avaient rien en commun, à part une volonté mutuelle de trahir ceux qui leur faisaient confiance. Marcus a essayé de me contacter après leur rupture, une série de textos de plus en plus désespérés sur combien il était désolé, combien il avait fait une erreur, combien il voulait que les choses s'arrangent. Je lui ai envoyé une photo de ma bague de fiançailles et j'ai bloqué son numéro. Jenna a découvert notre engagement par les réseaux sociaux, comme tout le monde. Richard avait posté une photo de nous deux au dîner, ma main gauche bien en vue, avec une légende sur la chance qu'il avait de m'avoir trouvée. Elle m'a appelé ce soir-là. J'ai presque pas répondu, mais la curiosité m'a emportée. « Tu as épousé mon père ?» a-t-elle dit sans préambule. Sa voix semblait creuse, vaincue. « Je l'ai fait, pour me faire du mal. J'ai épousé ton père parce que je l'aime, » ai-je dit. « Le fait que ça te blesse est juste un bonus. Tu as tout planifié, depuis le début. Tu l'as ciblé. Ton père est un homme bien qui mérite mieux qu'une fille qui le traite mal, » ai-je dit. « Je lui offre mieux. Tu l'as utilisé.
Tu as couché avec mon petit ami, ai-je répliqué. Pendant 3 mois, tout en prétendant être mon ami. Je dirais qu'on est quitte. Il y a eu un long silence. Je lui manque, a-t-elle finalement dit. Mon père me manque. Tu aurais dû y penser avant de décider que coucher était plus important que la loyauté. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, ai-je corrigé. Une série de choix. Encore et encore, pendant 3 mois, tu as choisi de me trahir. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Il ne veut même plus me parler. C'est bien. Un autre silence. Je suis désolée. A-t-elle dit doucement. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Ça ne vaut rien, ai-je dit. Mais merci d'avoir joué. J'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. 3 semaines plus tard, Richard et moi étions officiellement Monsieur et Madame Harrison. J'étais passée de la meilleure amie de Jenna à étant sa belle-mère, de la petite amie de Marcus à étant la femme d'un homme qui me méritait réellement. La vengeance était complète et elle était parfaite.